Merci à tous ceux qui sont restés courageusement là et merci aux organisateurs donc, du CPM Martigues de me donner l'opportunité donc, de vous présenter aujourd'hui ce qu'est la démarche d'éco-conception et de voir quels bénéfices elle peut apporter aux entreprises. Alors je me présente, moi je suis Stéphane Moutard, je suis responsable du pôle innovation de Novachim. Donc c'est le réseau d'entreprises et de laboratoires de la filière chimie et matériaux en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc soutenu par la région Sud, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, France Chimie Méditerranée, c'est le syndicat professionnel de la branche chimie en région, et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, puisqu'on a un label qui est le label Cellule de diffusion technologique, pour le lien, pour notre rôle donc d'interface entre les entreprises et les centres de compétences techniques, et notamment un centre de compétences dont je vais parler en éco-conception. Donc je ne détaille pas, on est 4 pôles. Moi, je représente le pôle innovation. Notre réseau, c'est plus de 120 entreprises adhérentes, toute taille, tout secteur d'activité de la filière chimie et matériaux, chimie de base, organique, inorganique, la pétrochimie, les plastiques, chimie de spécialité, peinture, vernis, colle, arômes et parfums, cosmétiques, et chimie fine, pour chimie pharmaceutique, etc. C'est aussi un réseau de laboratoires de recherche et de plateformes technologiques à travers nos partenariats avec les 4 universités de la région. Notre mission principale, nous, c'est d'accompagner les entreprises de la filière chimie et matériaux, les entreprises de notre réseau, dans leur développement, à travers principalement l'innovation, mais aussi le développement de nouvelles compétences, comme l'éco-conception, et la maîtrise des réglementations en chimie. Nos actions, elles sont engagées sur 3 axes stratégiques, à la fois pour la filière et le territoire. C'est la transition énergétique et écologique, la souveraineté industrielle, donc à travers des nouveaux modèles de production, et l'innovation dans les produits sur des axes stratégiques comme la chimie biosourcée, les biotechnologies, les carburants durables, ou encore les matériaux avancés. Alors, moi, je suis chimiste organicien, donc je ne suis pas un expert S éco-conception, mais depuis quelques années, Novachim a développé un partenariat avec le pôle éco-conception. Nous sommes centre relais de ce pôle en région, qui est un pôle expert national dans la démarche d'éco-conception, basé à Saint-Étienne et reconnu en France et à l'international. En tant que centre relais, notre rôle, c'est de sensibiliser, de diffuser et d'accompagner les entreprises sur cette démarche d'éco-conception en partenariat avec le pôle et notamment les entreprises de notre réseau, de notre filière chimie. Donc, pour faire la transition, la transition énergétique et écologique, aujourd'hui, c'est une nécessité pour les entreprises pour maintenir leur compétitivité, leur souveraineté industrielle, au moins dans la filière chimie, mais je pense plus largement dans l'industrie en général. Et de manière concrète, ça passe par quoi ? Par la décarbonation des activités des sites industriels en chimie, notamment Novachim fait partie d'un programme collectif intersectoriel pour transformer et décarboner durablement la zone industrielle ou portuaire de Marseille-Fos, avec le programme Sirius, dont vous avez peut-être entendu parler. Et c'est également pour les entreprises de notre filière la nécessité de s'engager dans des modes de production plus durables, et ça pour évoluer d'un modèle économique linéaire, classique, à un modèle qu'on appelle l'économie circulaire, et dans lequel l'éco-conception est un des piliers. Alors j'aime bien mettre cette petite vidéo en introduction, parce qu'elle introduit bien le sujet sur l'économie circulaire et le rôle de Notre économie s'est longtemps développée de manière linéaire. Extraire des ressources, produire, consommer et jeter. Face à l'augmentation toujours plus massive des déchets, nous avons commencé à recycler. Malgré cela, les déchets ont continué à s'accumuler. Nous avons alors développé la prévention des déchets, mieux produire et mieux consommer, pour moins jeter. Mais nous sommes toujours plus nombreux sur Terre, à consommer toujours plus. Les impacts sur l'homme et l'environnement augmentent. La demande en matières premières poursuit sa courbe exponentielle. Les ressources s'épuisent et les prix s'envolent. Certains pensent que le recyclage est la solution magique pour compenser la diminution des ressources naturelles. Mais bien qu'efficace et indispensable, le recyclage a ses limites. La technique ne permet pas de tout recycler et les matières ne se recyclent pas à l'infini.
Nous devons donc éviter le gaspillage des ressources, apprendre à faire plus et mieux avec moins, et introduire davantage de matières premières recyclées dans le cycle de production. L'enjeu est de remplacer notre modèle linéaire par un modèle en boucle, l'économie circulaire. Cette économie repose sur l'efficacité de l'utilisation des ressources et sur la diminution des impacts sur l'environnement, tout en permettant le bien-être des individus. Elle est porteuse de nouveaux métiers, génératrice d'emplois. C'est une nouvelle articulation entre l'offre, la demande et la valorisation des déchets qui permet à chacun de contribuer à l'économie circulaire. Il existe différentes possibilités pour agir. Plusieurs solutions s'offrent donc à nous. Mettre en réseau producteurs, consommateurs, acteurs du recyclage et collectivités pour créer de nouvelles opportunités autour de l'écologie industrielle et territoriale. Privilégier les ressources renouvelables et les matières recyclées pour un approvisionnement durable. Produire autrement grâce à l'éco-conception pour innover, augmenter la réparabilité et la recyclabilité tout en réduisant les impacts. Inventer une nouvelle offre client et développer l'économie de la fonctionnalité en proposant un service plutôt qu'un produit. Allonger la durée d'usage grâce à l'engagement de tous autour du réemploi, de la réparation, de l'échange et du don. Agir en consommateur responsable en intégrant l'environnement dans nos choix de consommation. Créer de nouvelles ressources par le compostage, le tri, le recyclage et la valorisation des déchets. Nous sommes tous concernés à titre individuel, collectif et professionnel. Chacun de nous peut être acteur de cette nouvelle économie centrée sur la ressource. L'économie circulaire constitue un levier essentiel pour créer un modèle de société plus responsable. Voilà, donc ce que je voulais vous montrer, c'est que l'économie circulaire, c'est mieux produire, c'est 3 grands domaines, mieux produire, mieux consommer, mieux recycler, gérer ses déchets. Donc tout à l'heure, on a vu avec la présentation d'avant la partie mieux recycler, mieux gérer ses déchets. Et bien l'éco-conception, elle agit sur le domaine mieux produire. Donc elle agit sur des modes de production plus durables, plus circulaires. Et une définition simple de l'éco-conception, c'est intégrer les impacts environnementaux d'un produit, intégrer la réduction des impacts environnementaux d'un produit dès sa phase de conception, avec une réflexion globale sur tout le cycle de vie du produit, sans pour autant, en assurant toutefois la performance du produit, la performance technique, la performance économique du produit. C'est très important. Donc la démarche d'éco-conception, c'est une méthode normée. Donc là, rapidement, je vous montre la définition telle que la donne la norme ISO 14006. C'est un concept qui est apparu dans les années 1990 en Europe du Nord, en même temps que le système de management environnemental, donc 14001. Mais les prémices de l'éco-conception datent encore d'avant cela, dans les années 50-70, avec les premiers bilans matière, avec des premières études sur l'impact des emballages, par Coca en 69 notamment. Et dès 1975, aux États-Unis, il y avait déjà une quinzaine d'analyses environnementales qui avaient été parues. Donc ça date d'avant les années 90, mais ça s'est développé dans les années 90. Demain, on pense qu'en plus des impacts environnementaux, on va intégrer d'autres aspects, les aspects sociaux, les aspects sociétaux dans la conception d'un produit. Donc une approche plus systémique et on va parler d'éco-socio-conception. On n'en est pas encore là. Donc d'ailleurs, les producteurs ont de plus en plus, il y a des nouvelles réglementations qui apparaissent qui obligent les producteurs de plus en plus à intégrer des plans de prévention et des plans d'éco-conception dans le développement de leurs activités et de leurs produits. Là, par exemple, en France, la loi AGEC et plus récemment le règlement ESPR au niveau européen qui oblige donc de plus en plus de producteurs donc, à intégrer cette démarche, d'où l'importance donc, de la promouvoir. Alors, à partir de la définition que je vous ai donnée, on va identifier 5 grands principes qui sont liés à l'éco-conception. Le premier principe, c'est une approche produit. Donc, dans la définition, on a vu
l'éco-conception, c'est réduire les impacts environnementaux de manière globale d'un produit ou d'un service par extension, un service lié à un produit, sur l'ensemble de son cycle de vie. Donc c'est une approche qui est différente du système de management environnemental, qui lui agit sur l'organisation, au niveau organisation. Le SME va mettre en place un système pour maîtriser et optimiser les performances environnementales des activités au sein d'un site industriel, d'une entreprise. Donc, au niveau des portes dans le périmètre des portes de l'entreprise. Là où quand l'éco-conception agit sur réduire les impacts environnementaux d'un produit sur tout son cycle de vie, mais quelque part, il contribue en partie au système de management environnemental et vice-versa. Donc des approches différentes mais complémentaires. La deuxième approche, c'est une approche multi-étapes, telle que la définition le donne. On étudie la performance environnementale du produit sur tout son cycle de vie. Donc multi-étapes, depuis l'extraction des matières premières, de l'énergie qui sert à fabriquer le produit, jusqu'à la fin de vie, ou la nouvelle vie du produit. Donc en passant par les phases de fabrication, d'assemblage, de transport, d'usage, dans ce que va en faire le consommateur, la durée de vie du produit par exemple. Et donc tout ça fait une boucle, on parle d'un cycle de vie du tombeau au berceau, ou même du tombeau en tombeau, ou du tombeau au tombeau, je vais arriver, du berceau au berceau, pour faire la boucle. Voilà, un exemple rapidement d'une approche multi-étape pour le textile, donc pour un pull. Et on retrouve donc en bleu la matière première, toutes les étapes de fabrication, de transport et de logistique, d'utilisation, et à la fois les étapes de recyclage ou de valorisation des déchets. Alors, troisième approche, un produit tout au long de son cycle de vie, il va avoir des effets sur l'environnement de multiples façons. Ça va être son impact sur les émissions de gaz à effet de serre, mais pas que. Sur la consommation des ressources fossiles, de terres rares, de matières critiques, sur les impacts sur les milieux naturels, sur la santé humaine. Donc, en fait, il va avoir des impacts sur beaucoup de critères d'impact environnementaux différents, et c'est la troisième approche. L'éco-conception, elle va s'attacher à regarder les impacts environnementaux de manière globale, les différents impacts, pas contrairement à certaines autres approches qui sont monocritères, comme le bilan carbone qui va regarder uniquement les émissions de gaz à effet de serre, ou l'empreinte eau qui va regarder la consommation en eau. Ça, c'est important parce que quand on veut éco-concevoir un produit, si on ne regarde qu'un seul critère, on risque de louper des choses dans son amélioration. Donc là, je vais très vite, mais c'était pour illustrer l'importance du multicritère. Si on regarde les différentes activités d'un citoyen européen lambda, regardons tout ce qui est lié à sa consommation de fruits, légumes, céréales et sucres. Ça peut paraître négligeable quand on regarde son poids relatif sur les émissions de gaz à effet de serre. C'est plus du tout négligeable si on regarde son poids sur la production des déchets européens. Donc, l'éco-conception va regarder les impacts globalement, les impacts les plus importants en fonction des produits. Et ça, pourquoi? Pour éviter le transfert d'impact. Et c'est la quatrième approche, transfert d'impact d'une étape du cycle de vie à une autre, ou d'un critère d'impact à une autre. Donc là, je vais très vite, mais voilà, un exemple, la voiture thermique et la voiture hybride. La voiture hybride, c'est très bien. Elle va, si on regarde sur le cycle de vie, elle va permettre des gains environnementaux sur la phase d'usage, on consomme moins d'essence, moins de ressources fossiles. Mais en faisant des batteries, en faisant des moteurs électriques, il faut faire attention au transfert d'impact. C'est des matières premières critiques en plus, c'est des étapes de fabrication en plus, c'est des déchets en plus. Il faut regarder ça de manière globale. Pareil, je ne décide pas, mais pareil, par critère d'impact. Voilà. Des effets positifs et des effets négatifs. Donc il faut regarder ça dans l'ensemble pour voir si ça vaut le coup, si les produits éco-conçus, il a un véritable gain ou non sur l'environnement. La dernière approche, la cinquième, elle est importante aussi, c'est que quand on fait de l'éco-conception, ça nécessite d'imposer des contraintes environnementales supplémentaires sur le produit, mais ça ne doit pas se faire aux dépens du cahier des charges techniques et économiques. Donc il faut faire des compromis entre la performance environnementale du produit et sa performance technique et économique. C'est simple à comprendre. Si on fait un produit éco-conçu super, performant pour l'environnement,
qu'il est bien moins performant techniquement par rapport à son concurrent non éco-conçu, ou qui coûte beaucoup plus cher, il ne va pas se vendre. Un produit qui reste sur étagère, il n'aura aucun impact pour l'environnement. Donc, c'est important. L'avantage, c'est qu'en rajoutant cette contrainte supplémentaire, on va favoriser l'innovation. Donc, c'est une démarche vecteur d'innovation. Voilà. Tout à l'heure, je disais que c'était une démarche normée, ISO 14006. L'entreprise qui veut s'engager dans une démarche d'éco-conception, qu'il n'a jamais fait, elle doit savoir qu'elle doit suivre des étapes bien définies selon cette norme. Ça ne se fait pas n'importe comment, l'éco-conception. Je vais aller très rapidement, je ne vais pas détailler, mais c'est 6 étapes. L'étape importante, la première, elle est souvent négligée, mais elle est très importante. Une entreprise qui fait une démarche d'éco-conception, elle doit bien choisir son produit. C'est un projet. Si elle n'a jamais fait, en fonction des opportunités externes de marché, en fonction de ses capacités internes, si elle n'a jamais fait d'éco-conception et qu'elle veut partir sur un produit important pour sa gamme, attention, il y a un risque. Elle peut surdimensionner son projet ou prendre des risques pour sa pérennité. Il faut bien choisir. Les étapes suivantes, c'est faire une évaluation environnementale de référence, une photo à T0 pour voir le produit de départ, où sont ses impacts, quelles sont les pistes, d'amélioration les plus importantes, pour ensuite passer à l'étape d'idéation, de créativité. On va regarder, on va essayer de chercher toutes les pistes d'éco-conception qui sont possibles, imaginables sur ce produit, puis choisir les plus réalisables ou éliminer les plus farfelus, comme vous voulez. Et lorsqu'on a fait toute cette étape, on va comparer notre produit éco-conçu au produit de référence en faisant une évaluation environnementale comparative. Et on peut faire ça, c'est une démarche d'amélioration continue, on peut faire une itération CDE pour améliorer notre produit. Quand l'entreprise a un produit éco-conçu qu'elle veut le mettre sur le marché, là encore, la dernière étape, c'est la communication environnementale. Ça ne se fait pas n'importe comment. Il y a des méthodes, il y a des normes à bien respecter pour montrer qu'un produit, il a un gain environnemental. Donc, pour faire cette démarche, il y a des outils, 2 grands types d'outils. Les outils pour évaluer les produits. Donc, l'outil le plus connu, c'est l'analyse du cycle de vie. Et des produits pour améliorer le produit, c'est-à-dire des checklists, des guides, voire les écolabels qui vous aident, en fonction des types de produits, en fonction des secteurs d'activité, qui vous aident à identifier là où on peut améliorer le produit, sur quel sujet. Donc là, un exemple d'outil qui est très générique, mais qui peut s'adapter à tout secteur d'activité, c'est la route Brézé, qui est très connue des éco-concepteurs, qui va donner des pistes d'amélioration en fonction de chaque étape de vie. Voilà. Alors, l'éco-conception, c'est accessible à toutes les entreprises. Qu'est-ce que l'éco-conception ? C'est apporter un gain environnemental et le démontrer sur un produit. Donc ça peut être une simple aide à l'optimisation d'un produit. On optimise un produit existant. Si on montre qu'on est plus performant de façon sur l'environnement, on éco-conçoit. Jusqu'à une remise en cause complète du modèle économique. Ça dépend de la volonté de l'entreprise, des capacités de l'entreprise, des opportunités de marché, ça dépend de plein de choses. Toutefois, on distingue 4 grands niveaux d'éco-conception. Voilà comment on les classe. Les 2 premiers, c'est de l'optimisation de produits, c'est de l'éco-reconception. On va améliorer le produit existant, mais c'est toujours le même produit. Donc ça sera niveau 1 ou niveau 2 en fonction du degré d'optimisation. Alors j'ai pris l'exemple de la voiture. Niveau 1, ça peut être changer les technologies de phare, ça peut être alléger la carrosserie. Niveau 2, ça sera faire la version 2 de la voiture en reconcevant des sous-systèmes complets, par exemple. Les niveaux 3 et 4, là, c'est des niveaux plus importants. On parle d'éco-innovation. Là, ça va carrément être un changement de technologie de produit qui induit un gain environnemental substantiel, voire, au niveau 4, une innovation système. Tout à l'heure, sur la vidéo, on parlait d'économie de fonctionnalité. On ne vend plus le produit, on vend sa fonction. Et dans le cas de la voiture, ça va être, par exemple, pour le niveau 3, une voiture électrique. Pour le niveau 4, la mise à disposition de voitures pour vendre le nombre de kilomètres parcourus. Ce qu'il faut retenir juste, c'est qu'en fonction des niveaux d'éco-conception, plus on monte, bien sûr, plus l'éco-efficacité va être importante, plus le degré d'innovation va être important, plus disruptif,
plus ça va impliquer des parties prenantes dans le projet, en interne dans l'entreprise, mais plus on va loin, plus ça va impliquer des fournisseurs, des sous-traiteurs, les clients, même des politiques, des institutions. Et ça va aussi impliquer pour le dirigeant d'être un investissement de plus en plus important. Le dirigeant doit être moteur, on va le voir. Donc très rapidement, parce que le temps passe vite, juste quelques produits éco-conçus, mais je vais aller très vite. Hein. C'est pour vous montrer les différents niveaux. Le niveau 2, ça peut être un siège de bureau qu'on reconçoit totalement. Donc on va agir sur toutes les étapes du cycle de vie, les matériaux, les matières premières, le nombre de composants, le poids du siège, le volume de l'emballage pour réduire l'impact sur les transports. Ça peut être aussi rallonger la durée de vie des produits en permettant de les relaver ou de les détacher, les remettre donc sur la phase d'usage. Tout ça, c'est une reconception du produit total pour montrer qu'on gagne, qu'on est moins, qu'on fait de l'éco-conception. Voilà. Niveau 2. Niveau 3, l'industriel donc vend des bidons de comment ça s'appelle de lave-vitre et il va décider de changer carrément le produit. Et là, il propose des pastilles. Donc, ils ne vendent plus les bidons de 2,5 litres. Il va vendre des pastilles que le consommateur peut dissoudre dans l'eau et refaire son lave-vitre sur place. Donc, avec des impacts importants sur les matières premières, des procédés exempts d'eau sur la fabrication, moins d'énergie. Bien sûr, la logistique. Si on transporte des tablettes, c'est mieux que des bidons. Voilà, sur toutes les étapes du cycle de vie, là, on va montrer qu'on fait un gain substantiel. Donc, niveau 3. Niveau 4, c'est l'exemple de Michelin. Michelin qui vend des pneus pour les camions. Ben là, il va changer son business model. Il ne va plus vendre des pneus pour les transporteurs. Il va vendre le nombre de kilomètres parcourus. C'est gagnant-gagnant. Michelin, avant, il devait faire beaucoup de pneus pour son business model. C'est plus il en vendait, plus il gagne de l'argent. Là, c'est développer de l'innovation, des pneus plus fiables, moins de matières premières, moins de fabrication, moins de déchets. Donc ça, il peut le montrer au niveau impact environnemental. Et pour le client, c'est une meilleure satisfaction parce que moins d'immobilisation des camions, les pneus sont plus fiables, donc l'image de Michelin est meilleure. C'est du gagnant-gagnant. Et là, c'est le niveau 4, c'est l'économie de la fonctionnalité. Voilà. Donc il me reste 10 minutes, c'est ça ? 5 minutes. Ah. Donc, très rapidement, je vais vous parler des bénéfices pour l'éco-conception de cette démarche pour les entreprises. Et ça, je vais me baser sur 2 études, 2014 et 2020, qui ont été faites sur des entreprises qui ont engagé des démarches d'éco-conception déjà et qui ont des retours d'expérience sur leurs produits. Et qu'est-ce qu'elles montrent ? Elles montrent que l'éco-conception peut être une démarche rentable. Rentable économiquement, puisqu'on voit que plus d'un tiers des entreprises ont montré qu'il y avait un impact sur le volume des ventes. Et sur la majorité des entreprises, pas d'impact négatif. La même chose sur les marges nettes. On retrouve le même. Un tiers des entreprises disent oui, moi, grâce à mon produit éco-conçu, j'ai augmenté mes marges, alors que les coûts de développement d'un produit éco-conçu sont plus grands qu'un produit non éco-conçu. Et pour une grande partie, au pire, pas d'impact négatif sur le économique. Donc, c'est plutôt positif. D'autant plus que, alors là, c'est les motivations pour éco-concevoir, hein, je l'ai dit tout à l'heure, mais on voit qu'un chef d'entreprise, c'est les convictions personnelles, la recherche de nouveaux marchés et l'anticipation des futures réglementations. Donc, ce n'est pas l'envie de sauver la planète, c'est vraiment une démarche stratégique, économique. Et les bénéfices, ils vont au-delà des bénéfices économiques. On en a parlé tout au long de cette présentation. C'est l'amélioration de l'image. Donc, avantage concurrentiel auprès des clients, des consommateurs. L'amélioration, ça donne du sens à l'activité. Donc, pour les collaborateurs, c'est une source de motivation en interne de faire de l'éco-conception. Source d'innovation. Ça diminue les risques stratégiques en anticipant les réglementations. On en a parlé aussi. Et enfin, on peut l'insérer dans une démarche d'environnement plus globale pour l'entreprise, notamment dans la stratégie RSE. Voilà, donc tout ça pour dire que l'entreprise, l'entrepreneur, il fait ça stratégiquement, pour améliorer. C'est une démarche d'entrepreneur, ce n'est pas une démarche d'environnementaliste. Si après ça, il aide la planète, il est content. Voilà, et puis dire, ouais, ça je le dis rapidement, mais ça peut bénéficier au-delà de l'entreprise, ça bénéficie à toute la chaîne de valeur, si on le met bien en avant. Voilà, j'en ai terminé. Juste pour conclure,
Je voulais mettre la petite vidéo. J'avais dit au début qu'on accompagnait les entreprises de notre filière qui n'avaient jamais eu d'expérience dans l'éco-conception avec notre partenaire du pôle sur des diagnostics. Première expérience sur un produit, un petit diagnostic pour les faire entrer dans la démarche éco-conception. On a fait ça il y a quelques années avec une entreprise donc, qui fait des compositions parfumées dans la région de Marseille, qui voulait donc intégrer l'éco-conception dans ses pratiques pour développer un outil qui permette d'évaluer, grâce à l'éco-conception, l'impact environnemental de ses parfums pour ses clients et aussi pour l'amélioration interne, en interne, l'amélioration continue. Et voilà aujourd'hui le produit qu'ils peuvent présenter. Technicoflore, maison de composition de parfums engagée, a créé Florindex, un outil de mesure de l'impact environnemental et sociétal de ces formules. Florindex analyse l'impact des formules sur toutes les phases de leur cycle de développement, regroupées en 3 grandes étapes définies par 8 critères de notation et évaluées selon 38 indicateurs quantifiables. La première étape analysée est la formulation, le poids des matières responsables, le poids des matières Fairtrade et la teneur en solvants inutiles. Florindex analyse ensuite la production, la consommation énergétique nécessaire à la fabrication et l'impact du transport. Enfin, 3 éléments de la fin de vie du produit sont pris en compte, la biodégradabilité de la formule, sa toxicité sur l'environnement et sur la santé. Après l'analyse et la pondération de tous ces éléments, Florindex présente ses résultats sous la forme d'un éco-score, attribuant au parfum une note de A à E. Une note A ou B indique que la formule est éco-conçue. Florindex est validé par AFNOR Certification, faisant de cet outil une première mondiale. Grâce à Florindex, les marques peuvent désormais revendiquer l'utilisation d'un parfum éco-conçu dans leurs produits finis. Florindex a été conçu comme un outil d'amélioration continue qui encourage nos équipes, nos fournisseurs et nos clients à tendre vers une parfumerie toujours plus responsable. Avec Florindex, Technicoflore fait entrer l'industrie dans l'ère de l'éco-conception et de la transparence. Voilà, c'était un bel exemple de valorisation de diagnostic qu'on fait à nos entreprises, donc c'est intéressant de vous le montrer. Et il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention.